pouvoir. Émilie Boulet, Pierre Verlet, Valérie Duparc, Nicolas Papiachvili, Françoise Goube, Pascal L'Herbier, devrait arriver, Catherine Jonquet, Anna Chastan, Janine Chaffier, Didier Hélard, Marie-Pierre Jansens, Jean-Louis Munch, Valentina Croûte. Ah oui, c'est vrai qu'elle est excusée. Oui. À donner pouvoir. Ah ben voilà, la liste à jour. Valentina Croûte est excusée à donner pouvoir à Émilie Boulet. Annie Delobel est excusée à donner pouvoir à Didier Lemaître. Didier Lemaître, Marc Delery, Pascal Hubert, François Rocher, Pierre-Alain Auberger, Éric Gillet, Béata Janssen, Patricia de France, Marie Comtois, Véronique Savignac, Jérôme Dallongeville, Valérie Barre, Valérie Denaison, Véronique Ardouin est excusée à donner pouvoir à Catherine Jonquet, Augustin Huglot, Raphaël Charpentier, Louis Randoux, Stéphane Defamy, Philippe Crépel, Laurent Séaille, Monsieur le maire, Laurent Séaille est souffrant et il a dû envoyer un pouvoir, là il vient juste de m'envoyer un SMS, il a dû envoyer un pouvoir au secrétariat. C'est ce qu'il m'a dit par SMS. Écoutez, non, pas reçu. Bon, écoutez. Bon, on va vérifier s'il est arrivé au secrétariat général, mais bon, on va regarder s'il est là. Jean-François Pichon est excusé à donner pouvoir à Denis Tonnel et Monsieur Denis Tonnel. Je constate donc que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Je vous propose de désigner Monsieur Louis Randoux comme secrétaire de séance. Pas d'observation? Merci. Je vous demande de bien vouloir approuver le procès-verbal du conseil municipal du mardi 20 février 2024. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Merci. Donc, je considère qu'il est adopté. Comme vous le savez, la première partie de ce conseil municipal concerne les décisions municipales pour lesquelles j'ai la seule obligation de vous informer des décisions prises puisqu'elles sont prises en vertu des pouvoirs que vous m'avez conférés au travers du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des observations, des demandes d'explication? Pas de demande d'explication. Nous allons donc démarrer l'étude des délibérations de ce conseil municipal. La première des délibérations concerne la désignation des représentants de la ville de Marcq-en-Barœul à la CLECT pour la MEL. Donc, il s'agit tout simplement de réajuster cette commission locale d'évaluation des transferts de charges avec les 5 représentants élus au Conseil de la métropole européenne de Lille. Et donc, les membres de cette CLECT sont moi-même, Loïc Catelin, Marie-Pierre Jansens, Françoise Goube et Raphaël Charpentier. Y a-t-il des observations sur cette désignation purement formelle? La deuxième délibération concerne la désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration de l'EHPAD, les provinces du Nord. Alors tout simplement, il convient de remplacer Loïc Catelin qui y siège désormais en qualité de représentant du conseil départemental du Nord et donc il a laissé libre sa place de conseiller municipal de la ville de Marcq-en-Barœul. Je vous propose de désigner Véronique Savignac en qualité de membre du conseil d'administration des provinces du Nord et également tout simplement de désigner André Lamotte comme personnalité qualifiée puisque Michel Bonvarlet a souhaité ne
plus faire partie de non pas parce qu'elle est fâchée, hein, mais c'est parce que bon, elle a énormément donné à la ville et je voudrais vraiment ici remercier Michel, qui est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui s'est beaucoup consacré aux autres, qui a été conseillère municipale de la ville de Marcq-en-Barœul et qui était également un membre particulièrement actif donc du club Sans Souci, qui est un club de bénévoles qui va voir les personnes âgées dans nos EHPAD. Donc toute notre reconnaissance à Michel, à laquelle je vais écrire un petit mot en votre nom, et puis donc bienvenue à Véronique Savignac et également à André Lamotte, tout simplement, qui a accepté bien volontiers de faire partie de ce conseil d'administration. On peut voter ces deux délibérations. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous en remercie. Je vais passer la parole à Émilie Boulet pour les délibérations qui la concernent. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. La première délibération porte sur des accords de réciprocité. Pour rappel, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, il y a donc un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement. Donc, il vous est proposé de voter ces accords de réciprocité en fonction des villes qui sont inscrites sur la délibération. Voilà. Une délibération assez classique. Et la deuxième délibération concerne... On les vote, je peux y aller? On fait les deux. La deuxième délibération concerne l'application de la convention qui avait été signée, pour rappel, le 16 mai 2023 concernant l'établissement d'un forfait d'externat pour les écoles privées. Ce montant était de 923 €. Je vous rappelle qu'il avait été le fruit d'une négociation entre les établissements privés, la ville et la direction diocésaine. Donc, il vous est proposé ce soir de voter ce versement qui concerne à ce jour 1648 élèves marquois. Et qui représente un total de 1 521 104 €. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Bien, nous pouvons donc voter ces deux délibérations. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui vote pour? Comment? On a raté le départ sur l'abstention, monsieur le maire. On a fait un faux départ. Le temps qu'on lève la main, vous étiez déjà... Donc on sera deux à s'abstenir. Vous vous abstenez sur les deux? Non, sur la seconde, sur le forfait école privée. D'accord. D'accord, c'est la loi. Hein, je m'excuse de. Oui. Il ne s'agit pas d'un voyage scolaire ou autre. Ça remplace le prix de la coquille, par exemple. Vous avez mis dans votre délibération. Oui, mais c'est la loi. Bon. Non, mais très bien. C'est un pas monstrueux pour moi. Vous mesurez trop la taille de mon pot de passer contre abstention. Non, mais c'est tout. J'ai bien noté que vous vous absteniez, mais de temps en temps, c'est intéressant de savoir pourquoi. Donc, il y a effectivement des différences importantes entre les membres de votre groupe et nous-mêmes sur un certain nombre de sujets fondamentaux, que ce soit le droit de propriété ou sur des opérations comme celle-ci. Et je vous en remercie. Je respecte votre avis. Nous allons poursuivre l'étude de notre conseil. Je passe la parole à Pierre Verlet. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération fait suite à la délibération qu'on a prise au mois de décembre sur les ZAER, sur les énergies renouvelables, et la consultation que l'on a mis en œuvre sur le domaine de la ville. Suite à cette consultation, il en ressort la proposition de cette délibération qui consiste à identifier deux secteurs dans la ville, le secteur dit urbain, au sud du pavé stratégique, et le secteur rural, au nord du pavé stratégique, dans les belles terres. Sur le secteur rural, sur le secteur urbain d'abord, permettez-moi, on permet le photovoltaïque solaire, thermique, évidemment, sur les installations type toiture, toiture individuelle, toiture collective, donc c'est sur des bâtiments. Et par contre, dans les belles terres, cela est permis aussi, mais on précise bien que la vocation des belles terres est un usage maraîchage et afin d'éviter le développement de fermes photovoltaïques sur la totalité des surfaces. Donc on veut garder cet aspect agricole sur le territoire et on rappelle que tout un tas d'autres d'énergies renouvelables ne peuvent pas prendre présence sur le territoire de la commune compte tenu de son contexte, de sa spécificité, de sa localisation, de sa densité urbaine
ou des espaces aériens qui permettent ou ne permettent pas certaines installations. Donc 2 grands secteurs, le secteur urbain et un secteur rural, et on a des petites spécificités qui ont soulevé des questions et des modifications de texte pour bien rappeler qu'il ne pouvait pas y avoir d'usage massif de certaines technologies, mais qu'à titre individuel, une personne pouvait mettre en place un élément de chauffage, une chaudière, utilisant des énergies comme le bois par exemple. Voilà. Oui, je pense qu'il y a eu une demande de prise de parole. Monsieur Tonnel. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, pour excuser Jean-François Pichon, qui est souffrant et qui regrette de ne pas pouvoir être là. Il m'a transmis son intervention puisqu'il a assisté à la commission et donc je vais vous en faire lecture. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'objet de la délibération est de déterminer le zonage pour des installations de production d'énergie renouvelable, ZAER. Nous ne pouvons que saluer ce travail qui s'inscrit dans le plan climat-air-énergie de la MEL. Nous regrettons cependant la faible participation des Marquois à l'enquête préalable, avec uniquement 12 réponses pour 40 000 Marquois. On peut douter de la méthode que vous avez utilisée pour consulter la population. Concrètement, pour notre commune, vous proposez de déterminer 2 zones géographiques, comme l'a rappelé M. Verlet, avec des règles distinctes en matière d'implantation possible d'équipements, en distinguant la ville construite et la zone nord sur laquelle vous nous indiquez ne pas vouloir construire, même si le sujet des futurs immeubles de la rue du Fort nous démontre à nouveau à quel point vous vous souciez peu de la vie de vos concitoyens en la matière. Au regard des enjeux autour de l'axe du pavé stratégique en matière d'urbanisation, nous souhaitons que vous puissiez nous préciser par projet de délibération ce soir la délimitation exacte de la zone nord en matière de ZAER, en actant que la zone nord se délimite bien. Au sud de la rue du pavé stratégique en excluant celle-ci. En effet, vous avez toujours indiqué que vous ne souhaiteriez pas de construction au nord de cet axe et au sud-est, le long du chemin Poivré, excluant ainsi de la zone la ruelle Berbailly et le secteur de la rue du Fort. Nous vous demandons ces précisions et sans ces précisions, nous nous abstiendrons sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Oui, je laisse monsieur Verlet commencer à vous répondre. Alors, Monsieur Pichon n'était pas présent à la commission, Monsieur Tonnel, contrairement à ce que vous dites. Néanmoins, il a posé des questions en amont de cette commission et comme à chaque fois, j'ai plaisir à répondre à toutes les questions qui sont posées par tous les membres de la commission. Je lui ai donc apporté les éléments de réponse à ces questions, notamment celle sur la participation. Effectivement, 12 personnes sur une consultation qui a été administrée de la même manière que les précédentes consultations, dont certaines nous ont amené à avoir 300, 400 participations, c'est-à-dire le site internet de la ville, les réseaux sociaux et les différents outils qu'on utilise dans la commune. Je pense que le raisonnement n'est pas celui que vous avez, mais le bon raisonnement est de se dire qui, dans la ville de Marcq-en-Barœul, avait une envie particulière pour se dire candidat à l'implémentation de grandes surfaces d'exploitation de fermes photovoltaïques. Le constat qu'on puisse faire, c'est que personne dans la ville de Marcq-en-Barœul se positionne comme voulant implémenter X hectares ou mètres carrés ou que sais-je d'une technologie citée dans la consultation. Ce qui me rassure, c'est que les 12 personnes qui ont répondu à ce questionnaire pensent exactement la même chose que nous. Donc tout le monde est raccord dans ce sujet-là. Et dans la commission, toutes les personnes participant à la commission ont partagé l'opinion. On ne va pas mettre de l'éolien avec des pales qui vont à 120 mètres de haut à proximité de l'aérodrome de Marcq-Lille. Donc, il ne faut pas se plaindre de 12 personnes. Enfin, je dirais, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de sujet et que la ville de Marcq-en-Barœul ne fera pas l'objet d'une installation massive. Néanmoins, on a souhaité rappeler qu'il y avait des secteurs qui permettaient l'installation de manière importante d'énergie, notamment photovoltaïque, et on rappelle au préfet, à l'État, que les délaissés autoroutiers sont des zones de tampon très intéressantes, notamment pour l'isolation phonique des secteurs sur lesquels on a de la route et que ça peut être opportun. Voilà. Je m'arrête là. Oui, j'ajouterai juste une chose, c'est que sur ce sujet, c'est que pour prendre 2 exemples,
Caliceo, qui est en cours de construction, sera en géothermie, par exemple. Bon. Et Caliceo est situé entre la rocade et le pavé stratégique, dans cette zone intermédiaire de la ville que chacun connaît, notamment les élus qui sont là depuis longtemps, puisque la ville est constituée à la fois d'une ville construite et d'une ville verte, et d'une zone intermédiaire entre la rocade et le pavé stratégique. Je voudrais repréciser les choses d'ailleurs sur ce sujet, puisque je lisais la Voix du Nord du 20 mars dernier, et je remarquais qu'on parlait des villes qui étaient particulièrement arborées dans la métropole, et la ville de Marcq-en-Barœul était considérée comme une des villes les mieux arborées, puisqu'il y a 32% de sa surface qui est couverte par des arbres, ce qui représentait 97 mètres carrés par habitant. Mais ce chiffre ne tient pas compte justement des espaces agricoles situés au nord du pavé stratégique, et je pense même que l'hippodrome n'est pas comptabilisé. Ça, il faudrait le vérifier, mais je pense que c'est même pas comptabilisé. Bon, vous savez, 32% de la surface couverte par les arbres sur une ville de 1404 hectares, ça représente quand même 449 hectares. Vous voyez, bon. Sans compter donc la zone agricole qui apparemment n'est pas comptabilisée. Donc je pense qu'effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup de villes en France de 40 000 habitants qui ont préservé et entretenu de tels espaces. Et en ce moment, avec mes équipes et avec Françoise Goub, qui est très mobilisée sur ce sujet, et mon adjoint Pierre Verlet, on est en train de continuer à planter énormément d'arbres dans la ville. Ça se remarque d'ailleurs. Bon. Je voudrais juste rappeler aussi à Monsieur Tonnel que nous aurons l'occasion d'avoir des débats sur les projets de la ville de Marcq-en-Barœul, mais il ne peut pas feindre d'ignorer que depuis les années 80, la ville de Marcq-en-Barœul a acheté, sous le mandat de Serge Charles, 15 hectares de terrain entre la rocade et le pavé stratégique. Que ces terrains ont toujours été considérés comme des terrains constructibles et classés comme tels pour être des terrains constructibles. Et que les terrains privés, ceux-là, qui sont le long de la rue du Fort, en dessous donc du pavé stratégique, et en dessous de la Ligue des Flandres de tennis, sont aussi des terrains qui ont toujours été des terrains constructibles et qui ont toujours été des terrains constructibles acquis à l'origine par la société Villogia et pour une petite partie au départ par la société Logis Métropole, ces deux sociétés étant les seuls propriétaires de ces terrains qui sont donc des terrains appartenant à des sociétés privées. Donc je crois qu'il faut quand même rappeler un petit peu les choses. Donc on ne va pas confondre tous les débats. On aura l'occasion d'en reparler puisque je ferai sur ce sujet une commission générale pour rappeler l'état de ces dossiers et suivre la concertation que nous allons initier, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va en rester sur ce sujet pour l'instant. Je rappellerai aussi d'ailleurs que le futur EHPAD de la ville de Marcq-en-Barœul, qui fait l'objet aujourd'hui d'un concours, devrait avoir la qualification de Passivaos. C'est-à-dire que donc une des cotations les plus exigeantes en matière environnementale. Voilà. Oui, Monsieur Tonnel. Monsieur le maire, il ne faut pas se tromper de débat. Moi, si vous voulez, sur la zone nord, vous avez remarqué qu'au dernier conseil municipal, je ne suis pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'on a bien noté que c'était des terrains privés. En commission, on en a parlé. Ça s'est super bien passé. Ce que je regrette sur la zone nord, uniquement, c'est la méthodologie de la concertation. C'est tout. Sinon, j'ai bien noté que c'était je connais parfaitement le dossier, comme vous l'avez rappelé. Et pour moi, ce sont effectivement des propriétés privées. Et le propriétaire privé, il fait ce qu'il veut là-dessus. Simplement, j'avais émis les plus grandes réserves sur Urba. Et ça a été clairement noté dans le compte-rendu. Sinon, sur le fond, pas de problème. Hein. Très bien. Je vous en remercie de préciser votre position. Et voilà, donc la concertation, après les sociétés qui décident de travailler avec un cabinet, je pense qu'on est
parmi les villes les plus performantes en ce domaine. J'avais d'ailleurs proposé à la presse, puisque j'avais été contacté samedi à 10h40 par un message sur SMS sur mon téléphone. Vous savez que le samedi est une journée assez chargée, bon, pour que je puisse donner mon avis sur une conférence de presse qui avait eu lieu jeudi soir. Et j'avais indiqué que, en rentrant chez moi, donc il devait être 1h moins 20, bon bref, que je devais partir, comme vous le saviez tous, l'après-midi, j'avais un mariage. Donc j'avais proposé de pouvoir refaire un point et je suis bien sûr à la disposition de la presse pour pouvoir apporter toutes les précisions utiles sur ce dossier, comme je l'ai toujours fait depuis toujours, en toute transparence. Sur ce dossier, je pense que on est véritablement exemplaire. Je voudrais bien savoir dans la métropole quelles sont les villes qui travaillent avec autant d'attention et de précision, avec un cabinet de psychologie urbaine qui est reconnu comme extrêmement performant, qui fait un travail remarquable. J'en parlerai tout à l'heure quand on abordera le problème de la place de la Victoire, avec une méthodologie qui lui permet justement d'être à l'écoute de chacun. On l'a fait pour le dossier Transpol, on le fait sur d'autres dossiers avec nos partenaires et je pense que c'est extrêmement important effectivement qu'on puisse avoir de la concertation avec le comité de quartier, avec les riverains, avec l'ensemble des personnes qui sont concernées par ces dossiers et bien sûr les élus. J'ai déjà fait des réunions de cette nature, je continuerai à faire des réunions avec vous tous, une commission générale, pour que avec les bailleurs sociaux ou les promoteurs concernés, ces dossiers puissent vous être présentés, voilà, avec tous les détails et tout ce que vous aurez envie de savoir dans des dossiers qui sont, comment dirais-je, qui commencent, hein, ils sont loin d'être terminés. Voilà. Bien, donc on va voter si vous le voulez bien. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre et qui est pour? Je vous en remercie beaucoup. Alors, nous arrivons aux délibérations de Françoise Goub. Je laisse la parole à Françoise. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Mais écoutez, on continue sur le sujet dont on vient de parler, puisqu'il s'agit ici du lancement d'une concertation dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain concernant cette fois-ci la place de la Victoire. Alors, la place de la Victoire, il faut que vous sachiez que les immeubles appartiennent à Logis Métropole, pardon. Alors, à Logis Métropole, il y a 3 immeubles qui sont anciens, soit de 60, soit de 62. Donc, vous voyez, ce sont des immeubles vraiment vieillissants, donc avec les problèmes que cela suppose en termes d'énergie, enfin de perte d'énergie. Ensuite, la taille des logements également, puisque avant les normes demandaient des surfaces plus petites, donc ça ne correspond plus aux normes actuelles. Vous savez qu'un certain nombre de logements, ceux de la rue Louis Braille, n'ont pas d'ascenseur et surtout n'ont pas de balcon. On s'est tous rendu compte de la nécessité, l'importance, à défaut de nécessité, l'importance quand même d'avoir un balcon, souvenons-nous du Covid. Donc, Logis Métropole souhaite revoir ces 3 immeubles. La question s'est posée, comment réhabiliter, comment voir ces différents immeubles. Logis Métropole a donc décidé, puisqu'il est propriétaire des bâtiments, pour les 2 bâtiments de la rue Louis Braille, de les rénover complètement. Donc, il va y avoir des aménagements contre les pertes d'énergie, il va y avoir la création de balcons, il va y avoir plus de 100 000 € de travaux par appartement. Donc il faut savoir que ce sont des gros travaux. Il y a une concertation qui ne fait pas l'objet de la délib ici avec les locataires, puisque les appartements sont réhabilités, les locataires ont été reçus, ce sera en site occupé. C'est Logis Métropole qui gère, mais nous avons été invités à la réunion, ce qui nous a permis de voir que l'ensemble des locataires est complètement favorable à la réhabilitation de ces 2 immeubles à l'entrée de la rue Louis Braille. Il y a une deuxième partie dans la réhabilitation qui concerne le 3e immeuble, celui de la place de la Victoire.
Et là, Logis Métropole a souhaité démolir l'immeuble, le reconstruire. C'est l'objet de la délibération ici. Il va donc y avoir une concertation, comme ils le font quand ils ont d'autres projets, comme ça a été fait par Villogia pour la briqueterie, comme ça a été fait pour le pont. Et Logis Métropole a également choisi, et c'est eux qui choisissent, le cabinet Urba, dont on vient de parler, puisque le cabinet Urba est vraiment le spécialiste de ce genre de sujet. Donc, on demande aujourd'hui d'être d'accord sur le lancement de cette concertation avec la méthodologie habituelle, c'est-à-dire que Urbain va contacter, comme il le fait à chaque fois, contacter et recevoir, échanger avec toutes les personnes concernées, les habitants, les riverains du quartier, les commerçants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 commerces en dessous de l'immeuble, et bien sûr, comme d'habitude, le comité de quartier. Ils ont leur méthodologie qui est entretien individuel, atelier thématique, etc. Donc, à la fin, comme à chaque fois, ils nous feront un compte-rendu, le cabinet Urba fera un compte-rendu à Logis Métropole qui nous le donnera. Et donc aujourd'hui, on vous demande simplement par cette délibération d'accepter qu'il y ait cette concertation et de procéder aux formalités habituelles dans ce genre de cas. Bien, merci. Qui demande la parole? Monsieur Tonnel, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, encore une fois, sur le fond, pas de souci particulier. On reconnaît tout à fait que les immeubles sont vétustes et qu'ils ont besoin d'une vraie réhabilitation. Sur la forme, c'est pas possible. On ne peut pas accepter la forme que l'on nous propose. On a posé plusieurs fois la question en commission sur le devenir, sur les travaux, sur les projets qui étaient lancés sur cette zone, plusieurs fois. On voyait bien les géomètres venir, travailler, faire des plans, etc., prendre des mesures. On nous a toujours répondu qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait aucun projet de lancer. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on a déplacé un parc sur ce site. Dès qu'il a été déplacé, j'ai posé la question en disant « Est-ce que c'est dans le cadre du projet futur ?» On m'a dit « Mais non, il n'y a pas de projet futur. » Ça, c'était récent. C'était tout à fait récent. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas de projet futur, mais que le panneau d'affichage de permis, il est affiché sur les immeubles et qu'il y a une réunion publique, excusez du peu, qui est organisée demain avec les membres du comité de quartier et qui porte comme thème présentation, échange sur l'évolution de la place de la Victoire. Donc, à un moment, il faut être clair avec les gens et surtout avec les élus que nous sommes autour de la table. Soit il y a un projet et on nous le présente, soit il n'y en a pas et on nous dit qu'il n'y en a pas. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de réunion publique demain et il n'y a pas de panneau d'affichage de permis de construire. Donc ça, c'est quelques informations. Sur le cabinet Urba, puisqu'on parle du cabinet Urba depuis cette deuxième délibération. J'ai fait remarquer en commission que lancer un questionnaire et puis obliger les gens à devoir informer, à devoir renseigner leurs informations de nom, de prénom, d'adresse, de téléphone et d'adresse mail avant de pouvoir répondre aux questions. Excusez-moi, mais j'ai pas été le seul à être choqué en commission et je trouve ça un peu ridicule. Forcément qu'il n'y a que 12 personnes qui répondent puisque vous forcez les gens à inscrire leur nom. Moi, je ne sais pas à votre place, mais moi, vous me donnez un questionnaire où il faut que je remplisse mes coordonnées, ben, ça me choque. Ça me choque parce que je ne réponds pas de la même manière à un questionnaire, surtout pour un projet aussi important, quand mes coordonnées sont mises et quand mes coordonnées ne sont pas mises. Deuxième chose. Troisième chose, vous allez lancer une consultation comme sur la rue du Fort. Ben, la belle affaire, moi je suis le premier à lancer des consultations. Vous avez raison de lancer des consultations. Vous ne donnez pas aux riverains le plan, vous ne donnez pas aux riverains comment va être l'immeuble, combien il y aura d'appartements,
Combien il y aura de places de stationnement? Bref, des riverains. Alors vous allez faire des belles réunions d'information, ça c'est sûr. Ils n'auront rien à l'issue de ces réunions. Ça, c'est pas normal. Alors, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est ce qui m'a été répondu en commission. Donc ça, c'est encore une chose. Et ensuite, moi, je pense qu'il est essentiel que les riverains, avant ces réunions de concertation, ils aient... alors, on l'a fait sur la rue du commissaire Joubert. La rue du commissaire Joubert, quand le parking a été refait, on a eu droit à voir les plans, etc. Ça, c'est une vraie réunion de concertation. Et enfin, dernier point, il faut quand même noter que en déplaçant l'aire de jeu sur l'emprise de la cour, il faut savoir que en discutant avec les différents enseignants et puis avec la directrice, aujourd'hui, les élèves n'ont pas accès à cette aire de jeu parce qu'elle est située sur le domaine public et que ça a l'air tout proche de leur cours de récréation, mais s'ils veulent sortir de l'école, ils ne peuvent pas le faire. Donc ça embête aussi, parce que je trouve que c'est pas normal. On a fait une belle aire de jeu, qui est très fréquentée, il faut le reconnaître, mais auquel les écoliers n'ont pas accès. Et quand vous regardez l'aire de jeu qui est en face, et quand vous regardez ce dont ont droit les écoliers, il y a 2 malheureux jeux en bois, moi ça me choque. Donc voilà plusieurs questions, plusieurs interrogations. Encore une fois, monsieur le maire, soyez certain qu'on n'est pas contre le projet, les immeubles, qu'on soit bien clair, hein, parce qu'il faut. Mais il y a plusieurs interrogations, il y a plusieurs questions. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, merci monsieur Tonnel. Je pense que monsieur Munch, en sa qualité d'adjoint au logement, veut dire un petit mot et je reprendrai la parole. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, on a toujours tendance à mélanger projet et plan. En fait, ce sont 2 notions totalement différentes. Le projet ici, c'est de redonner des conditions d'habitabilité décentes à des locataires qui effectivement aujourd'hui n'ont plus ce qui fait un bâtiment qualitatif. Et on profite de cette opportunité pour requalifier un espace public qui, il faut bien le dire, n'est pas vraiment structuré. Il y a 2 contre-allées, un parking, une voie centrale, des arbres sur des terre-pleins. C'est un espace public qui n'est vraiment pas intéressant actuellement. Donc le projet, c'est ça. Après, le plan, lui, c'est la résultante de plusieurs réglementations administratives au niveau du PLU. Il y a par exemple, avant de démolir un bâtiment de logements sociaux, il faut avoir l'accord de la DDTM, il faut être en mesure de justifier que le reconstitue l'offre de logement. Donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est effectivement de voir quelles sont les possibilités, comme c'est du réaménagement d'espace public, quelles sont les possibilités avec la MEL de pouvoir récupérer des terrains, transférer des terrains, refaire de l'assainissement. Donc c'est tout un volet technique qui est important. La troisième contrainte, c'est effectivement au regard de la réglementation du PLU, quelles sont les possibilités en termes de volume, de hauteur, de répartition, d'emprise au sol. Quatrième contrainte, c'est la faisabilité technique avec le bailleur social pour voir effectivement si l'ensemble de ces contraintes réglementaires, techniques, administratives sont compatibles avec un bilan financier qui soit réalisé. Et puis la dernière étape, c'est effectivement la concertation avec le quartier pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit le plus abouti possible. Et là, d'une possibilité de réaliser 100 plans différents, en fait, il en résulte par un effet d'entonnoir à un plan qui sera effectivement la résultante de toutes ces contraintes et qu'on pourra effectivement présenter de manière... c'est la concrétisation de toutes ces contraintes. Et en fait, cette démarche de concertation, elle participe à la prise de conscience de toutes ces contraintes. Et là, on aura un plan à la fin. Mais il ne faut pas mélanger la notion de projet, où là, je pense que c'est indiscutable, et la notion de plan, qui est la résultante de tout ce travail qui a commencé déjà depuis 1 an. Mais aujourd'hui, effectivement, le plan, on attend d'avoir tous les éléments pour avoir ce document graphique. Il ne faut pas mélanger les 2 notions. Je vais demander sur l'observation sur les adresses Terra Pierre Verlet, qui est en charge de cela dans la ville, de pouvoir nous donner son éclairage. Monsieur Tonnel, je me permets, vous confondez plusieurs sujets, de nombreux sujets. Le droit, et ce que la ville de Marcq fait même très bien par rapport à d'autres communes.
Vous avez évoqué les 12 réponses du sujet de la délibération d'avant. Pour mémoire, on a tous voté et à l'unanimité les conditions de la concertation. On ne peut pas se plaindre, on a partagé à l'unanimité les conditions de la consultation. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, les adresses. Au passage, sur les ADER, les adresses n'étaient pas obligatoires. Les gens pouvaient les fournir s'ils souhaitaient être contactés par le préfet. Heureusement, si les gens ont un projet, qu'on puisse donner les coordonnées des gens qui ont un projet aux personnes qui vont animer et coordonner ces projets-là. Ça semble quand même le minimum. Répondre anonymement à ce type d'enquête n'a aucun sens. Ensuite, pour revenir sur le sujet de cette délibération, on a plusieurs manières d'aborder le sujet. À un moment, il faut quand même qu'on accepte, qu'on reçoive les consultations un par un. On ne peut pas envoyer 10 fois, 30 fois, 40 fois le même message au motif qu'il est anonyme. Ce qu'on a choisi de faire dans la ville de Marcq-en-Barœul, c'est de travailler dans des gros dossiers comme celui-ci avec des tiers de confiance, qui ont la responsabilité de la gestion de la donnée au regard de la RGPD. Ces personnes-là, jamais ne nous donnent les coordonnées des gens. Jamais on ne peut leur demander les coordonnées des gens. Parce que si vous avez lu les petites lignes des sujets que vous évoquez, vous auriez vu que c'était la société Urba qui était responsable du traitement et pas la ville de Marcq-en-Barœul. À ce titre, nous n'avons aucun droit et aucun regard sur ces données-là. Je trouve que ce qu'on fait est particulièrement propre au regard du droit, de la liberté et de la réglementation générale de la protection des données, que d'autres ne font pas. Ils sont tout autant dans le cadre de la loi. Mais nos administrés ont la garantie que ce qu'ils fournissent est dans une boîte. Alors je vais dire boîte noire, mais c'est une expression. En tout cas, elle est noire pour nous. Elle est complètement propre pour le cabinet qui fait ça de manière tout à fait transparente, propre et avec les règles de l'art. Voilà ce que je voulais dire sur la partie concertation en tout cas. Oui, c'est un dossier bien sûr important et je voudrais apporter aussi quelques précisions. En fait, donc, il y a deux dossiers, qu'on soit clair, puisqu'il y a d'abord les deux immeubles du fond de la place qui sont sur la rue Louis Braille, qui sont des passoires thermiques, comme on l'a dit, qui vont être totalement réhabilités, pour lesquels, effectivement, un architecte a été désigné, pour lesquels une consultation d'entreprise a été effectuée. Et voyez-vous, on n'est pas en retard pour les concertations, quoi que ce soit. Je vais parler du deuxième dossier ensuite, puisque en ce moment, et j'ai eu ce matin M. Jean-Yves Laine, le directeur général de Logis Métropole, pour lui demander exactement où l'on en était pour être précis dans mes réponses. Il m'a dit, M. Gérard, sur ce premier dossier des deux immeubles de la rue Louis Braille, un architecte est désigné effectivement, on analyse les offres des entreprises en ce moment et donc les entreprises seront normalement désignées fin avril. Et donc les travaux devraient pouvoir commencer avec les délais, etc., en septembre. J'attire votre attention sur le fait que c'est un dossier lourd, mais tout à l'honneur de la société Logis Métropole, qui va mettre 138 000 € par logement pour sa réhabilitation complète, c'est-à-dire une isolation thermique, refaire les appartements, etc. Toutes les personnes ont été concertées, consultées, rencontrées, et ça s'est très très bien passé. Sur le deuxième dossier, comme l'a précisé Jean-Louis Munch, il parle d'or puisque Jean-Louis Munch, qui est mon adjoint au logement, est un architecte. Il y a effectivement une très grande différence, et j'ai écouté ce qu'il disait et je suis parfaitement d'accord, entre une étude de faisabilité qui a été engagée déjà depuis pas mal de temps par la société Logis Métropole pour voir ce que l'on pouvait faire et comment on pouvait le faire. Et c'est vrai, mais on est tous d'accord, et vous l'avez souligné vous-même, Monsieur Tonnel, et vous avez raison, quand on regarde les immeubles au-dessus de la pharmacie, on voit des petites fenêtres, on voit des immeubles très très abîmés, il n'y a pas de balcon mais des espèces de coursives, bon bref, on est tous d'accord là-dessus. Donc il n'y a pas d'ascenseur, etc., etc. Bien. Donc il y a eu cette étude de faisabilité qui a été faite, et puis également, effectivement, moi j'ai eu beaucoup de réunions avec la MEL pour que des géomètres, des experts, des spécialistes passent pour voir à quel endroit passer précisément, parce que ça date de 62, les canalisations d'eau, les canalisations de gaz,
l'assainissement, comment tout cela va devoir s'organiser dans une restructuration complète de l'espace, parce que c'est vrai que quand on va sur place, c'est quand même quelque chose qui est de très indéfini, très indéterminé. Des espèces de contre-allées ou des voitures qui passent parfois, enfin, bref, etc., etc. Bien, bon. Donc, cela, c'est ce travail préliminaire qui a conduit aujourd'hui à notre délibération. Où en est-on ? Pour que je réponde précisément à votre question, Monsieur Tonnel. La société Logis Métropole m'a répondu ce matin. Je l'ai là. Bon. Pour que ce soit très précis. Ils m'ont dit, Monsieur Gérard, il y a le groupement de maîtrise d'œuvre, architectes, bureau d'études VRD, paysagistes, bureau d'études environnementales, ça vient de s'effacer, non. Je le remets, sera désigné courant mai. C'est-à-dire le cabinet d'architectes qui va vraiment travailler maintenant sur le dossier, au-delà de l'étude de capacité, l'étude de faisabilité, avec toutes les contraintes sur les réseaux, etc. L'architecte qui va travailler sur ce dossier sera désigné courant mai. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y aura effectivement cette concertation qui commence dès demain, qui est un préliminaire. Et donc, c'est bien d'écouter les gens. Et avec un tiers, je pense que c'est tout à l'honneur de la ville. Tout à l'honneur de la ville. Qui fait cela? Pour que justement, ce ne soit pas la ville qui vienne, que les gens se sentent totalement libres. Parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir une petite appréhension. Totalement libre. Comment ça va se passer? 27 mars, présentation de la démarche de concertation au conseil de quartier. Pas présenter le dossier, puisque l'architecte n'est même pas encore désigné. Il y a des éléments qui existent, mais rien sur l'architecture. Bon, donc, présentation de la démarche de concertation au conseil de quartier. Qu'est-ce qui se passe ensuite? À partir du jeudi 28 mars, boitage du flyer, ouverture d'une ligne téléphonique dédiée, et à partir du 2 avril, démarrage d'entretiens individuels. Et les gens vont dire, voilà, bah nous, on pense effectivement que on voudrait là des jeux, un espace vert, etc. Bon voilà, et on va discuter de l'ensemble des éléments de ce dossier. Et moi, je m'engage très clairement, à faire une commission générale avec l'ensemble des élus de cette commune, de la majorité comme de l'opposition, avec la présence de Logis Métropole, et je ferai la même chose pour également la rue du Fort, pour qu'ils puissent vous présenter, parce que personne ne le fera mieux qu'eux, bon, l'état de leur dossier, les perspectives, ce qu'ils veulent faire, et puis voilà, bon, et on aura l'occasion de se revoir. Voilà. Tout ça pour vous dire également que quand même, tant le dossier de la rue du Fort tout à l'heure que celui-ci, on est en 2024, c'est des dossiers qui vont s'échelonner jusque 2030, au moins. C'est pas en demain matin. Les deux premiers immeubles, c'est fait à partir du mois de septembre. Les autres, il n'y a pas de permis de construire. Contrairement à ce que vous dites, Monsieur Tonnel. Je vais juste préciser une chose. Il y a un permis de travaux pour les deux immeubles au fond de la place de la rue Louis Braille, et il y a sur la place ce que l'on appelle un DID. Parce que comme l'a expliqué tout simplement Jean-Louis Munch tout à l'heure, il faut, avant de pouvoir se lancer et d'engager beaucoup de frais, il faut savoir si la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, qui est en charge de ces questions-là, autorise ou non la démolition de l'immeuble. Et donc, il faut qu'on commence une procédure. Et c'est eux d'ailleurs qui m'ont dit, Monsieur Gérard, commencez votre concertation avec les gens, et on doit respecter un formalisme. Et donc aujourd'hui, j'attends, mais on a eu des réunions très importantes, bien sûr, avec eux, préliminaires à tout cela. J'attends de savoir. Et je voudrais rassurer, bien sûr, ici, tous les habitants de cet immeuble situé au-dessus de la pharmacie, puisqu'il y a des règles qui s'appliquent, les mêmes que celles qu'on a appliquées pour la briqueterie. Toute personne
quittera cet appartement, elle ne quittera cet appartement que quand il y aura un immeuble de construit pour le remplacer. Et donc, on doit lui faire 3 offres. Et bien sûr, s'ils veulent rester sur place, ben, on trouvera les solutions. Et sinon, on doit leur faire 3 offres dans la ville. Donc tout ça, c'est très très normé, c'est très organisé, c'est très précis. Bon, et moi, ce que je veux, c'est que ce soit une réussite et qu'on soit tous fiers ici de la majorité de l'opposition d'un dossier qui sera une réussite. Voilà. Donc c'est un dossier très important. C'est un dossier aussi de respect pour nos concitoyens parce qu'aujourd'hui ils sont logés dans des conditions qui sont difficiles. Et donc on espère que tout cela sera fait par tranches, progressivement. Et donc on aura le temps d'en reparler tous ensemble. Et aujourd'hui on donne le top départ. Pour être tout à fait complet, vous le savez, bon, les choses changent parfois dans la vie. Hein. Dans le précédent mandat, dans toutes les réunions d'école, on nous disait, monsieur le maire, quand est-ce que vous macadamisez ma cour d'école? Bon, c'était ça le sujet. Quand est-ce que vous allez macadamiser? Combien accepteriez-vous d'en faire par an de cours macadamisés? Bon, le monde a changé, c'est bien, parce que effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux climatiques, environnementaux essentiels. Et aujourd'hui, la discussion, c'est on voudrait bien qu'on désimperméabilise un certain nombre des cours d'école. Je vous invite à aller les revoir, nos écoles. Parce que je pense qu'on peut être fier du travail qui a été fait dans nos écoles. Elles sont remarquablement entretenues, mais elles disposent souvent d'espaces verts importants. Ce qui n'est largement pas souvent le cas dans d'autres communes. Par reproche pour les autres, nous, elles sont comme ça. Émilie Boulet a fait beaucoup de réunions sur ce sujet et en parfait accord avec donc le conseil de parents d'élèves, avec les enseignants, il a été décidé de reverdir cette cour et de faire en sorte qu'elle puisse qu'il puisse y avoir un foisonnement. C'est vrai que quand même, quand on y réfléchit, une cour d'école, elle est ouverte, c'est 6 mois de l'année, puisque après il y a des vacances. Bon bref, le week-end c'est pas ouvert, le mercredi, etc. Et donc il y a bien évidemment, alors moi aussi j'y vais beaucoup dans ce quartier et je vois beaucoup de gens et j'en discute beaucoup avec les gens. J'en connais un certain nombre. Bon, et donc ils sont extrêmement heureux de ce qui a été fait. C'est effectivement un endroit très fréquenté qui dispose bien évidemment d'une porte qui permet, en toute sécurité, quand ça doit servir comme cours pour l'école, d'être utilisé comme cours d'école, et quand on peut l'utiliser comme parc, d'être utilisé comme parc. C'est ça, optimiser des espaces. Et donc voilà. Écoutez, moi, je trouve que c'est des beaux dossiers, on va en parler. Il y a hors de question, bien sûr, je vous donne la parole tout de suite, il y a hors de question, bien sûr, de ne pas, il y a hors de question de ne pas communiquer l'ensemble des éléments au fur et à mesure qu'on les aura. Mais je rappelle donc que l'architecte, pour le reste, sera désigné au mois de mai. Voilà. Monsieur Crépel. Simplement pour vous dire qu'on prend acte de l'annonce que vous nous faites là aujourd'hui de faire une commission générale sur 2 commissions générales sur les projets, ou une, c'est à vous de voir. C'est vrai qu'on a vu aussi, par exemple, dans les décisions, qu'il y a à nouveau un recours contre du logement social rue Jean Jaurès à la Maison des Œuvres. Donc tout ça aussi, c'est certainement les logements sociaux qui subissent le plus de recours contre les permis de construire en termes de pourcentage, on va dire. Et qu'on vient seulement de revalider 22 logements à côté du lycée professionnel. Donc c'est sûr que le volume de logements dans la ville reste compliqué. 29 logements, c'est pas un petit volume quand on est tendu comme on l'est dans la ville. Donc c'est ça aussi qui va prendre du temps. Il y a au moins une année pour reloger, une année pour démolir, une année pour reconstruire. Donc on est sur un projet quand même à moyen terme, voire à long terme, puisque c'est une longue épreuve pour reloger les personnes. Et puis c'est la seule réserve que nous on avait sur ce dossier, mais on le soutient d'ailleurs sur la consultation. Il y a une nécessité, puisque on avait déjà été alerté par plusieurs riverains et habitants que les logements posaient quand même question, infiltration, fissures, quand même, ça devient, pour ceux qui y habitent, ils sont contents d'y être. Ils ont même accepté les contraintes
qui leur seront imposées pour la rénovation pour les 2 logements rue Braille, ce qui n'est pas simple d'être... Ils vont habiter 1 an et demi dans la poussière, les travaux et compagnie, parce qu'ils verront un net avantage à l'amélioration de leur logement. Pour les 29 logements de la place de la Victoire, oui, ça va être la course contre la montre pour le relogement avant le début d'un projet. Donc on verra bien. Sur la ville de Marcq, ça reste tendu de ce que nous on avait compris sur le relogement social. Merci. Merci, monsieur. Non, c'est pas tendu dans la mesure où, vous savez, moi j'ai eu beaucoup de réunions avec la direction départementale des territoires et de la mer et avec monsieur le préfet et avec les services de la MEL aussi, mais avec monsieur le préfet et la DDTM. Et en réalité, on ne peut pas se lancer dans des opérations comme celle-là si on ne donne pas l'assurance de pouvoir reloger les gens. Donc il y a aucune crainte à avoir sur ce sujet et nous avons pris, vous l'avez voté avec nous, des décisions très importantes puisque on a fait un contrat de mixité sociale dans la ville de Marcq-en-Barœul, ambitieux, respectueux aussi de ce qu'est notre ville. Voilà, certains voudraient hyper densifier. Bon, moi je ne souhaite pas hyper densifier. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Quand je lis certains articles parfois ou certaines prises de position, je dis ben non. Nous, on veut pas que quand on arrive dans certaines villes. Je suis encore allé dans des villes récemment. Je vais pas citer mes petits camarades, mais je vois des immeubles. Excusez-moi, mais alors bon. Eh ben, je trouve vraiment qu'on fait les mêmes erreurs que dans les années 60. Les mêmes. C'est incroyable. Nous souhaitons avoir des architectures qui se comprennent et puis des dossiers qui, en termes d'urbanisme, soient compréhensibles par les gens et acceptables par la dimension qu'ils représentent. Tout ça, ce sera notre débat. Ils viendront en parler devant vous, mais je voulais vous apporter toutes ces précisions pour que les choses soient bien claires entre nous. Je vous ai donné les éléments que je possédais à ce jour et bien évidemment, on continuera à travailler ensemble. Alors, je vais vous proposer de voter cette délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui vote pour? Je vous en remercie et on continuera à discuter de tout cela sérieusement, tous ensemble. Je vous en fais la promesse. Voilà. Alors, Alain Chastan. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, 2 délibérations à vous proposer ce soir. 2 délibérations qui ont été préalablement présentées au comité social territorial du 21 mars et qui n'ont pas fait l'objet d'objections particulières. Une première délibération qui concerne le rapport social unique, ce qu'on appelle le RSU de l'année 2022. Alors, il ne s'agit pas de valider ce RSU, hein, il s'agit simplement de prendre acte de la présentation de ce rapport social, qui est une obligation réglementaire. Chaque année, les collectivités se doivent de rassembler les éléments et données à partir desquels vont être établies les lignes de gestion et qui vont déterminer la stratégie de pilotage des ressources humaines donc pour chaque administration ou chaque collectivité territoriale. Donc moi je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, c'est un document qui est intéressant, c'est une photographie, j'allais dire, de la collectivité sur un temps donné et qui permet d'apprécier la caractéristique des emplois, la situation des agents, de comparer la situation entre les hommes et les femmes, de suivre l'évolution de cette situation, de lutter contre les discriminations. Donc vous retrouvez un certain nombre de renseignements, ça va même jusque, j'allais dire, le nombre, si toutefois il y a eu des sanctions qui ont été prononcées à l'égard des agents. Vous voyez, on tombe vraiment dans le détail de vous préciser quelles sont les sanctions, enfin, non pas quelles sont les sanctions, mais le nombre de sanctions qui ont pu être, j'allais dire, mises si toutefois ça devait être le cas. Donc ça, c'est la première délibération. Je présente peut-être la seconde. Et la seconde délibération, eh bien, c'est toujours le tableau des effectifs, qui, voilà, là aussi, c'est une photographie à un moment donné qui permet d'être le plus proche de la réalité, j'allais dire, ou des recrutements ou des nominations, en tout cas, qui permet à la collectivité de fonctionner. Merci, Monsieur le maire. Bien, je n'ai pas vu de demande de prise de parole sur ces délibérations et je remercie Alain Chastan parce que la gestion du personnel, bien sûr sous l'autorité d'un directeur général, mais le rôle de l'adjoint est essentiel et je remercie Alain qui est très actif et très présent dans un domaine qui représente
30 millions presque de budget, 29 millions, oui, on tutoie les 30 millions. Bon, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas que de l'argent. C'est 850 personnes et c'est en équivalent temps plein près de 600 personnes. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de problèmes humains, beaucoup de gens voilà, qui ont besoin d'être écoutés. Et une belle équipe qui nous aide au quotidien. Donc j'ai l'occasion de remercier mon adjoint, mon directeur général et tous les élus et tous les collaborateurs qui sont ici présents parce que c'est un gros boulot au quotidien. Est-ce qu'on peut voter ces délibérations? Qui est pour? Je vous remercie de votre unanimité. Ensuite, il y a Janine Chaffier qui va prendre la parole sur ces délibérations. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, la ville de Marcq-en-Barœul est jumelée depuis 2001 avec la ville toscane de Poggi Bonzi et soutient l'association de jumelage Les Amis de Poggi Bonzi qui propose des cours de langue italienne et des sorties culturelles. Afin de promouvoir le devoir de mémoire lié à la Grande Guerre, cette association propose l'organisation d'un déplacement le 8 juin prochain à Soupir dans l'Aisne, sur les lieux de bataille de la guerre de 14-18 et du chemin des Dames. Seront associés à l'événement les élèves participant aux cours de langue italienne, ainsi que les représentants des autres associations de jumelage de la ville. Ils se rendront sur place ensemble pour partager ce temps fort. Dans le cadre de ce déplacement mémoriel, l'association Les Amis de Poggi Bonzi sollicite le concours de la ville afin de contribuer aux frais liés à cette journée. Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 450 € à l'association afin de couvrir partiellement les frais de transport inhérents à ce déplacement. Alors, peut-être la deuxième délibération? Oui. Alors, cette délibération concerne le collège du Lazaro. Alors, le collège du Lazaro et son équipe éducative, personnel de direction et enseignants sont engagés depuis de nombreuses années dans une dynamique d'échange linguistique et culturel au bénéfice de leurs élèves. L'équipe s'est fortement investie dans des projets de mobilité européenne Erasmus+, et le collège a établi par le passé de solides partenariats avec des établissements de nos villes jumelées. Ainsi, cette année, le collège du Lazaro a reçu 2 professeurs et une quinzaine de collégiens italiens à Marcq-en-Barœul la semaine dernière du 18 au 22 mars. Ceux-ci ont pu participer aux nombreuses activités culturelles, sportives et linguistiques qui leur ont été proposées. À leur tour, 20 élèves marquois se rendront pour la première fois du 13 au 17 mai prochain en Toscane, à Poggi Bonzi, notre ville jumelée depuis 2001. Ils participeront à un programme d'activités culturelles et linguistiques variées et seront hébergés chez leurs correspondants italiens. Ces échanges favorisent non seulement la découverte d'une nouvelle culture, de nouveaux modes de vie, mais ils permettent également de renforcer les liens entre les jeunes et ils entrent ainsi dans le cadre de la promotion de la citoyenneté européenne. Le collège du Lazaro sollicite l'aide de la ville pour participer au financement de cet échange scolaire. Au vu des justificatifs fournis par l'établissement, il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 700 € pour couvrir partiellement les frais de séjour. Est-ce qu'il y a des observations? On a eu une belle actualité avec nos villes jumelées et les jumelages qui existent avec nos collèges ou nos lycées. Et franchement, on a eu une réunion magnifique ici avec l'institution libre de Marcq-en-Barœul qui est jumelée avec Gladbeck depuis 60 ans. Et puis une très belle rencontre aussi avec nos amis de la ville de Poggi Bonzi ici à Marcq-en-Barœul. Je pense qu'on ne peut que se réjouir de la richesse de ces rencontres entre jeunes pour construire ensemble l'Europe. Voilà. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, je vous remercie. Et ce conseil donc est terminé. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci au public. Merci à la presse de nous y avoir accompagnés.